Vous avez entendu parler des crypto-monnaies, mais vous êtes perdu, ne savez pas par où commencer. Avec un Bitcoin qui a franchi la barre des 100 000 dollars le 5 décembre 2024, les cryptos s'invitent dans toutes les conversations, même à table avec vos amis. Mais ça vous semble peut-être trop compliqué, trop risqué, trop volatile, réservé aux experts. Bonne nouvelle, vous allez voir, pas besoin d'être un génie de la finance pour comprendre et bien investir dans les cryptos. Dans cette vidéo, je vous propose le guide le plus complet pour débuter en crypto-monnaie. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour débuter dans l'univers des cryptos, simplement et efficacement. Ensemble, on va démystifier tout ce que vous devez savoir, étape par étape, sans jargon inutile. Voici ce que vous allez apprendre. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? L'histoire des cryptos en bref, les 7 bonnes raisons d'investir en crypto, le Bitcoin et la blockchain expliqués simplement, comment analyser le marché crypto, comment éviter les pièges et les arnaques, et il y en a beaucoup, donc faites attention, où et comment acheter vos premières cryptos en toute sécurité. Je vous filmerai mon écran pour une démonstration en direct. Et puis, les 6 risques majeurs en crypto à connaître avant de vous lancer. Je vous montrerai aussi la stratégie gagnante en crypto et des exemples de portefeuilles crypto. Et puis, on répondra à la question combien d'argent investir en crypto. Et enfin, je répondrai aussi aux questions de la communauté que j'ai reçue sur la crypto et des questions que vous vous posez aussi sûrement. Donc que vous n'ayez jamais investi en crypto ou bien que vous ayez déjà un petit peu commencé et vous savez déjà un petit peu ce que c'est, cette vidéo c'est un guide complet pour démystifier les cryptos et commencer en toute confiance en évitant évidemment les arnaques, les fraudes, les promesses illusoires de gains faciles. Au contraire, je vous montrerai une méthode rationnelle, réfléchie et stratégique. Je m'appelle Mathieu Louvet, je suis conseiller en investissement financier, fondateur de S'Investir et du cabinet de conseil en gestion de patrimoine S'Investir Conseil. Ça fait plus de 10 ans que j'investis sur les marchés financiers et aujourd'hui, je vous accompagne dans le monde des crypto-monnaies pour investir intelligemment et construire une stratégie solide. On est parti. Première question, c'est quoi une crypto? C'est quoi une crypto-monnaie? La crypto-monnaie, elle repose sur un algorithme de chiffrement qui a été découvert dans les années 70, la cryptographie asymétrique. Alors ça paraît barbare, mais vous allez voir, c'est très simple. Imaginons que Bob, ici en vert, veut envoyer de l'argent à Alice, ici en violet. Alice, elle a 2 clés. Elle a une clé publique, un petit peu comme son adresse postale. Si on veut envoyer du courrier à quelqu'un, on peut connaître son adresse. Donc, tout le monde a accès à cette clé publique et elle a sa clé privée. Bob, qui veut donc envoyer de l'argent à Alice ou envoyer un message, ici Hello Alice, en soi, une crypto-monnaie comme c'est de l'argent numérique, c'est envoyer des informations, que ce soit un message ou de l'argent, ça va être le même mécanisme. Bob va crypter avec la clé publique de Alice son message ou l'envoi de son argent. Il va en découler un message, un code ici indéchiffrable, sauf pour Alice, qui a la clé privée. Et donc, seul le détenteur de cette clé privée va pouvoir déchiffrer ce code et va pouvoir retrouver l'argent envoyé par Bob ou le message ici Hello Alice. Donc la clé publique, c'est l'adresse postale et la clé privée, c'est la clé de sa boîte aux lettres. Alors évidemment, c'est bien plus sécurisé qu'une simple boîte aux lettres, mais voilà comment ça fonctionne tout simplement. Et vous connaissez maintenant clé publique, clé privée. Connaissez ces 2 notions qui sont très importantes en crypto-monnaie. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cryptos? C'est qu'en 2008, on a eu la crise financière mondiale, la crise des subprimes, une crise qui a débuté aux États-Unis, qui a mis Lehman Brothers, une des plus grandes banques d'investissement, sur la paille, en faillite, et donc une confiance altérée dans les intermédiaires financiers, une perte de confiance en la monnaie traditionnelle dans certains pays, notamment dans le dollar pour certains, et donc on a Satoshi Nakamoto, on ne sait toujours pas qui c'est aujourd'hui, mais qui écrit en 2008 le white paper du Bitcoin. Le white paper du Bitcoin, c'est peut-être le document le plus important en crypto-monnaie. Donc en 2008, Satoshi Nakamoto, dans ce papier, aux allures très scientifiques, explique comment il va créer le Bitcoin et comment il va créer une crypto-monnaie, une monnaie décentralisée qui ne va pas avoir d'intermédiaire, pas de banque en intermédiaire financier, mais qui va être au contraire sécurisée par l'ensemble des gens et des acteurs qui voudront prendre part à ce projet Bitcoin. En 2009, Satoshi Nakamoto crée vraiment le Bitcoin. Il mine les 50 premiers Bitcoins. Et en 2010, après avoir discuté de son projet Bitcoin sur différents forums,
le premier achat en Bitcoin est effectué. 10 000 Bitcoins pour l'achat de 2 pizzas. Donc si on fait le calcul en 2010, un Bitcoin, ça valait à peu près 0,002 $. Si la personne n'avait pas acheté ces pizzas, mais les avait conservées aujourd'hui, ces 10 000 Bitcoins, eh bien, ça coûterait, au moment où je parle, 1 milliard de dollars. Donc c'est peut-être les pizzas les plus chères de l'histoire. Donc ça, c'est la petite anecdote pizza qui est très connue. En 2011, le Bitcoin atteint 1 dollar pour la première fois. En 2012, la deuxième crypto-monnaie est créée, le Litecoin, avec comme promesse des transactions plus rapides que le Bitcoin. En 2013, le Bitcoin atteint 1000 dollars pour la première fois. En 2014, Ethereum est créé. C'est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation aujourd'hui. C'est la deuxième la plus importante. Elle a été créée par Vitalik Buterin, qui faisait partie des équipes Bitcoin, qui est le cofondateur de Bitcoin Magazine et qui a écrit le white paper d'Ethereum en 2014 et qui a lancé cette blockchain, l'Ethereum, en 2015. On reparlera de l'Ethereum, c'est une crypto-monnaie très importante qui a amené beaucoup d'innovations technologiques sur la blockchain et dans l'univers des cryptos. Donc le white paper Ethereum, peut-être le deuxième papier le plus important de l'histoire des crypto-monnaies. Vous voyez aussi donc comment Vitalik ici détaillait son projet. En 2017, le Bitcoin est encore autour des 1000 dollars. Fin 2017, il atteint 19 000 dollars, puis finit par s'écrouler. 2021-2022, le Bitcoin atteint plus de 60 000 dollars, puis s'écroule à nouveau. En 2022, le nombre d'altcoins, donc pour alternative coin, donc toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin, dépasse les 10 000. Donc on avait plus de 10 000 crypto-monnaies en 2022. Aujourd'hui, il en existe plus de 20 000. Décembre 2024, c'est historique. Le 5 décembre, le Bitcoin atteint 100 000 dollars, là où beaucoup de gens pensaient qu'il n'atteindrait jamais les 100 000 dollars. Donc si on reprend un petit peu la courbe du Bitcoin, on voit 2011, ça coûte moins de 10 dollars. Le pic était à peu près à 25 dollars. On voit après qu'on a un premier pic, donc en 2013, il dépasse la barre symbolique des 1000 dollars. Puis on avance, une grosse chute déjà. Ensuite, on a un nouveau pic, on atteint à peu près 17 000 dollars fin 2017. Et puis un énorme pic ici en fin 2021 avec plus de 60 000 dollars. Et puis on arrive aussi jusqu'à fin 2024 avec plus de 100 000 dollars pour le Bitcoin. Donc on est vraiment passé d'un marché de niche avec vraiment des techos, des gens, des geeks sur le Bitcoin uniquement, à aujourd'hui un marché énorme sur les crypto-monnaies. On voit que le Bitcoin aujourd'hui est le 7e actif en termes de capitalisation. Capitalisation, c'est quoi? C'est si on devait racheter l'ensemble des Bitcoins, eh bien, combien ça coûterait? Combien coûte finalement l'ensemble des Bitcoins? Pareil, si on devait acheter l'entreprise Apple, combien ça nous coûterait? Alors, l'actif numéro 1 aujourd'hui, si on devait acheter l'ensemble de l'or disponible, l'ensemble de l'or qu'on peut acheter, il faudrait dépenser 17 000 milliards de dollars. Ensuite, on a Apple, 3 700 milliards de dollars, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, et puis on a le Bitcoin en 7e position. Donc on n'est plus du tout sur un petit truc de geek, on est sur un actif majeur aujourd'hui qui vaut plus cher que Meta, donc ex-Facebook, qui vaut plus cher que Tesla, qui vaut plus cher que Walmart, par exemple, ou JP Morgan. Donc on est sur un actif majeur, le Bitcoin. On a, à l'échelle de la planète, plus de 500 millions d'utilisateurs de crypto. En France, on a environ 8 millions de personnes qui ont des crypto-monnaies. C'est 12% des Français. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a seulement 7% des Français qui investissent en bourse. Donc la bourse, qui est pourtant quelque chose d'assez historique, ça existe depuis plus de 400 ans, eh bien, les cryptos, en seulement une quinzaine d'années, ça existe depuis 2008, a bénéficié d'un énorme engouement. De même, en termes de transactions journalières, là où au tout début de Bitcoin, on avait moins de 100 transactions par jour, aujourd'hui, on a environ 500 000 transactions par jour sur le Bitcoin, donc sur la blockchain Bitcoin. Et puis, auparavant, marché de niche, puis marché qui s'est plutôt développé chez les particuliers, mais très peu finalement chez les institutionnels, les banques d'investissement, les hedge funds, etc., qui ne voulaient pas entendre parler de ça finalement, qui étaient vraiment sur les marchés financiers traditionnels. Il y a eu un énorme tournant en 2020, puisqu'on voit ici, début 2018, 80% des volumes échangés sur les cryptos, ce sont des particuliers. Fin 2020, on est à 36% seulement des volumes qui
qui sont échangées en crypto par des particuliers. Tout le reste, c'est de l'institutionnel. Ce sont des banques d'investissement, ce sont des fonds de pension, ce sont des hedge funds, ce sont des entreprises, on va le voir, qui échangent des cryptos ou qui détiennent de la crypto-monnaie. En parlant d'entreprises, il y a de nombreuses entreprises cotées en bourse, donc des public companies, les entreprises cotées en bourse, public company en anglais, qui détiennent du Bitcoin dans leur trésorerie d'entreprise. On a par exemple MicroStrategy, une entreprise qui a 439 000 Bitcoin, ça représente 46 milliards de dollars de trésorerie investie en Bitcoin. On a Marathon Digital, voilà, on a aussi Tesla qui a à peu près 1 milliard de dollars en Bitcoin. On n'a pas que des entreprises, on a aussi des États, et ça peut-être que ça vous étonnera. On a les États-Unis qui ont 207 000 Bitcoins, donc à peu près 22 milliards de dollars en Bitcoin. Alors, les États-Unis, ils ont généralement du Bitcoin lors de saisies, lors d'affaires judiciaires où ils saisissent en fait du Bitcoin. Et pour l'instant, en tout cas, ils le conservent. Ils ne l'ont pas vendu, en tout cas pour l'instant. On voit aussi la Chine qui a 20 milliards de dollars. Le Royaume-Uni, l'Ukraine qui a bénéficié notamment de dons de Bitcoin pour les soutenir lors de la guerre. Le Salvador qui a fait du Bitcoin une monnaie ayant cours légal dans le pays. Donc c'est une monnaie officielle au Salvador. Voilà. Et puis on a aussi des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, private company, voilà, plein d'entreprises donc. Et puis on a aussi des sociétés n'étant pas cotées en bourse qui ont du Bitcoin. Donc finalement, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? C'est une monnaie qui est basée sur la cryptographie. On a parlé de clés publiques et de clés privées qui permettent donc de sécuriser les échanges en monnaie numérique, donc en crypto-monnaie. Donc c'est une devise numérique, ça repose sur des algorithmes et un protocole nommé blockchain. On va rentrer ensuite ensemble dans la blockchain Bitcoin. Vous verrez, c'est très facile à comprendre aussi. Donc c'est une monnaie qui est stockée dans un portefeuille numérique protégé par une clé privée. On va en reparler aussi de ça, mais ça va être très important quand on va parler des risques des cryptos. On va reparler de cette fameuse clé privée. C'est généralement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas contrôlé ni par un État ni une entreprise, mais c'est en fait ouvert à tous. Quand on ira dans la blockchain, vous verrez que tout est transparent. On peut voir l'ensemble des transactions Bitcoin. Et Bitcoin, eh bien, n'a pas d'entité derrière. Ce n'est pas une entreprise. Satoshi Nakamoto, on ne sait même pas qui c'est derrière le fondateur. C'est donc une monnaie qui est validée, qui est sécurisée par l'ensemble des gens qui veulent bien participer à ça. Donc c'est un projet vraiment collectif. C'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé. Il n'y a pas une entité centrale qui contrôle le Bitcoin. Attention, certaines crypto-monnaies sont contrôlées par des entreprises, ont des buts lucratifs souvent, sont complètement privées, ne sont pas décentralisées, sont vraiment centralisées. Donc il y a différentes formes de crypto. Quand on parle vraiment de décentralisation, on parle généralement surtout du Bitcoin qui est vraiment la crypto-monnaie décentralisée emblématique. On a le prix, le cours des cryptos qui évolue en fonction de l'offre et la demande. On va en reparler, vous verrez que Bitcoin ne peut pas avoir plus de 21 millions d'unités et donc ça limite son offre. Il n'y a que 21 millions de Bitcoin qu'on peut échanger, il n'y en aura pas plus. Alors à quoi maintenant sert une crypto ? On voit Trump, qui est d'ailleurs très crypto, qui a évidemment relancé l'univers des crypto-monnaies sur la scène internationale. Une crypto, ça peut permettre un échange de valeur entre individus. Ça peut permettre d'acheter, de vendre des choses comme une monnaie classique, moins cher pour certains virements à l'étranger. Vous verrez qu'il y a quand même des frais sur les échanges en crypto. On va le voir ensuite. C'est pas gratuit et des fois ça peut être relativement cher d'ailleurs. Mais pour certains usages, alors peut-être pas pour nous occidentaux en France, on n'utilise pas vraiment pour ça, pas pour acheter des choses. Sachez que dans certains pays, ça peut être beaucoup plus utilisé. On parlait du Salvador où le Bitcoin a cours légal là-bas. Ça peut permettre aussi un accès aux services financiers pour tous les non bancarisés. On a 1,7 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux services financiers traditionnels. Et donc, si ils ont par contre accès à Internet, eh bien, ils pourraient avoir accès aux services financiers qu'offrent les crypto-monnaies. Notamment, pouvoir emprunter de l'argent en crypto-monnaie, puisque ces gens-là n'ont pas accès au crédit pour faire des travaux dans sa maison ou construire sa maison ou des choses comme ça. Il pourrait y avoir accès grâce aux cryptos. Donc voilà, il y a tout un tas de services financiers. Donc ça peut être une utilité des crypto-monnaies. Encore une fois, pas forcément pour
nous, Français ou occidentaux. Ça peut aussi être utilisé pour aider des habitants dans des pays qui sont en guerre, où il y a des catastrophes économiques, où il y a une répression des libertés, où il y a potentiellement des gels de leur argent dans des banques. Donc ces gens-là se retrouvent sans argent, et bien on pourrait leur envoyer des crypto-monnaies sans qu'il y ait d'intermédiaire, donc sans que ce soit contrôlé par un État qui pourrait bloquer ces échanges. Donc ça a été le cas au Venezuela, au Nigeria. En Ukraine aussi, pendant la guerre, il y a eu des dons de Bitcoin, de crypto aux Ukrainiens. Ça peut permettre aussi de sortir du système, de devenir sa propre banque, sans intermédiaire. Donc si vous êtes vraiment un anarcho-capitaliste, on va dire, ça peut vous intéresser. Mais l'usage le plus fréquent, et je pense l'usage pour lequel vous venez regarder cette vidéo, ce guide complet, eh bien ça va être l'investissement. Ça va être de faire travailler son argent, ça va être d'essayer de générer une plus-value grâce aux crypto-monnaies. Donc ça, évidemment, on va en reparler. Il y a quelques usages aussi nouveaux, notamment avec le Web3, l'achat de NFT. Les NFT, ce sont des titres de propriété numérique non fongibles. Donc voilà, ça permet d'avoir des titres de propriété finalement numériques. Ça permet du gaming, de la finance décentralisée. Il y a des applications dans la musique. Un exemple, en musique, eh bien, un artiste veut sortir un album. Pour produire cet album, il a besoin de financement. Il va tout simplement émettre une crypto-monnaie liée à cet album de musique. Et les gens qui vont acheter ces cryptos vont du coup lui permettre d'avoir de l'argent pour financer la production de son album. Et en contrepartie, si cet album génère des droits, génère de la SACEM, génère de l'argent, les détenteurs de la crypto-monnaie auront donc un pourcentage de cet argent généré par l'album. Voilà, donc ça peut être des applications de ce genre grâce aux cryptos. Et puis, comme la plupart des formes d'argent, une partie est utilisée à mauvais escient. Certains utilisent le Bitcoin pour acheter des armes, pour acheter de la drogue, des choses complètement illégales, évidemment. Maintenant, ce n'est pas du tout l'esprit du Bitcoin. Et sachez aussi que la très grande majorité des armes et de la drogue sont achetées en dollars américains. Donc, évidemment, certains anti-crypto vont pointer du doigt le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies parce que certains achètent de la drogue ou achètent des armes avec, mais on pourrait aussi pointer du doigt le dollar américain. Alors maintenant, pourquoi investir en cryptoactifs? Pourquoi détenir des crypto-monnaies dans votre portefeuille? Pourquoi ça peut être une opportunité? Donc il y a 7 bonnes raisons, selon moi, d'investir en crypto-monnaie. Alors, ça peut être parce que déjà, c'est devenu un actif majeur avec une adoption croissante de la part des particuliers, mais surtout en ce moment de la part des institutionnels, donc des professionnels de l'investissement qui achètent des cryptos. On a vu l'avènement aussi des ETF crypto. Un ETF, tout simplement, c'est un fonds d'investissement qui va s'acheter et se vendre très facilement sur les marchés boursiers traditionnels. Et ça permet à tous les acteurs traditionnels, les fonds de pension, les hedge funds, les fonds d'investissement, d'acheter et de vendre très facilement du Bitcoin avec un produit financier qu'ils vont trouver sur les marchés traditionnels classiques. Et donc, ça ouvre en fait tout le champ des possibles pour les institutionnels et des fonds de pension qui vont acheter des cryptos, par exemple, via cet ETF. Et donc, monsieur et madame tout le monde, via son fonds de pension, a finalement, sans trop le savoir, des cryptos. Donc, une adoption croissante qui peut faire gagner les crypto-monnaies en popularité, notamment le Bitcoin, qui peut faire une pression acheteuse et donc faire monter son prix. Attention, il peut y avoir aussi une très grande volatilité sur les cryptos et des risques très importants. Et c'est pour ça qu'on parlera en profondeur des risques crypto dans la suite de ce guide. Ça peut permettre de diversifier aussi son portefeuille puisqu'on va avoir un actif qui est quand même assez décorrélé des autres actifs type actions en bourse. Donc si vous avez déjà des actions en bourse, vous allez pouvoir avoir un actif qui va varier quand même différemment en fonction du temps par rapport à des actions en bourse. Et donc ça va avoir un effet de décorrélation et donc un effet de diversification important. Attention, on a vu à certains moments les actions technologiques baisser en même temps que le Bitcoin baisser. On a parfois une certaine corrélation qui s'active sur les Bitcoins avec les actions technologiques. On a un potentiel de forte croissance puisque les cryptos ont cet engouement, cette popularité. Et donc, une des idées, on ne va pas se leurrer lorsqu'on achète des crypto-monnaies, lorsqu'on investit
en Bitcoin, eh bien, c'est de générer in fine une plus-value. Ça, on va en reparler évidemment. C'est un marché qui est très liquide, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on peut acheter et vendre, entrer et sortir en Bitcoin vraiment quand on veut. Attention à ne pas faire du trading. Ça aussi, on va en reparler. Il y a des pièges à éviter. Le Bitcoin ensuite est limité à 21 millions d'unités. Donc il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin. Donc si la demande en Bitcoin augmente, s'il y a une pression acheteuse, eh bien l'offre en tout cas sera limitée à 21 millions de Bitcoin. Donc contrairement à d'autres monnaies où on peut faire de la création monétaire, par exemple l'euro, le dollar, on peut eh bien créer du nouvel argent. Les banques centrales le peuvent, les banques commerciales le peuvent. Le Bitcoin, lui, sera limité à 21 millions d'unités. Donc forcément, si la demande augmente et que l'offre reste la même, le prix pourrait augmenter. Ensuite, si vous avez une conviction forte, que ce soit en technologie, en décentralisation, en indépendance, en désintermédiation, en monnaie du futur, eh bien, ça peut être un investissement qui va vous permettre donc de répondre à cette conviction d'investissement que vous avez. Attention, certains crypto-maximalistes, on les appelle, pensent que le Bitcoin sera la monnaie du futur, que tout le monde utilisera le Bitcoin et que l'euro et le dollar seront jetés à la poubelle. Je pense que ce rêve de crypto-maximaliste est très très improbable puisque les États-Unis ne laisseront jamais leur dollar être concurrencé par le Bitcoin. La Banque centrale européenne ne laissera jamais l'euro être concurrencé par le Bitcoin. La Banque centrale européenne va d'ailleurs créer sa propre crypto-monnaie qui sera centralisée et qui sera contrôlée par la Banque centrale européenne. Mais le Bitcoin, à mon avis, à mon humble avis, ne sera jamais la monnaie utilisée par tout le monde. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous souhaitez que le Bitcoin soit une monnaie, vous souhaitez alors que le Bitcoin soit le moins volatile possible. Vous voulez que lorsque vous achetez votre baguette 1 euro, le lendemain, lorsque vous revenez, votre baguette coûte encore 1 euro et non pas 10 euros. Sinon, ce serait une instabilité économique impossible à vivre. Le Bitcoin, en plus, qui est limité à 21 millions, là, alors qu'on vit dans un monde où il y a énormément de crédits, énormément d'endettement, on va s'endetter pour acheter un bien immobilier, donc on crée du nouvel argent pour s'endetter. Le Bitcoin ne répondrait pas à tous ces besoins. Vous ne pouvez pas à la fois vous dire le Bitcoin sera la monnaie du futur et à la fois le Bitcoin est un bon investissement. Si vous souhaitez que ce soit une monnaie un jour, vous souhaitez qu'elle soit la plus stable possible. Si vous souhaitez que ce soit un bon investissement, vous acceptez sa volatilité et vous souhaitez plutôt qu'elle puisse descendre parfois parce que d'autres fois elle va monter. Et puis grâce aux cryptos, vous avez aussi un accès à la finance décentralisée. On va en reparler. Donc la DeFi. Faisons maintenant un focus sur le Bitcoin. Donc la crypto-monnaie majeure, la première crypto-monnaie qui a été créée, celle qui vaut le plus cher actuellement et celle qui a fait le plus ses preuves, la crypto décentralisée par excellence. Une monnaie limitée à 21 millions d'unités, on en a parlé. Elle est créée, échangée et stockée à l'aide d'un système de registre décentralisé appelé la blockchain. On va en parler, vous allez voir, c'est facile à comprendre. C'est une monnaie sans tiers de confiance. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque. Lorsque vous envoyez des bitcoins à un ami, il n'y a pas un intermédiaire entre qui va contrôler, valider la transaction. Non, ça va être plutôt une confiance en l'algorithme, en la blockchain Bitcoin. Pas besoin de banque. Et ça va être donc une confiance en ce système, en cet écosystème décentralisé. C'est une monnaie virtuelle et c'est la première crypto-monnaie mondiale en termes de poids. Et c'est divisible puisque un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Donc on peut avoir des fractions comme ça de Bitcoin. Donc là où avant on envoyait par exemple Alice, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, là où Alice, lorsqu'elle voulait envoyer de l'argent à Bob, eh bien devait passer par une banque, même passer par 2 banques s'ils n'ont pas la même banque, même 3 banques avec la banque centrale tout en haut, si c'est des organismes différents, eh bien là Alice va pouvoir envoyer et la blockchain va s'occuper de valider la transaction pour envoyer de l'argent à Bob. Donc maintenant, rentrons dans la matrice. Rentrons dans la blockchain. Et vous allez voir que c'est facile à comprendre la blockchain. La blockchain, c'est ça. C'est des blocs qui sont en chaîne. Bon, c'est évident dit comme ça. Lorsque je clique sur un bloc, qu'est-ce que c'est qu'un bloc? Un bloc, c'est un agrégat de plusieurs transactions de Bitcoin. Par exemple,
ici, on voit la transaction numéro 4. On voit que cette adresse publique, donc on ne sait pas qui c'est, elle appartient au détenteur de la clé privée de cette adresse, eh bien, a envoyé à cette adresse-là 255 $ en Bitcoin, donc 0,024 Bitcoin. On voit que cette transaction lui a coûté des frais, elle lui a coûté 10 $. Donc, quand tout à l'heure je disais que ce n'était pas gratuit, vous voyez qu'il y a quand même des frais en Bitcoin et des frais qui sont relativement importants. Ici, pour faire un virement par exemple à un ami en euros, c'est 100% gratuit dans la plupart des cas, dans la plupart des banques. Un virement étranger dans une devise autre, peut-être pour 255 $, ça peut coûter 10 €. Donc c'est surtout les virements étrangers qui peuvent être intéressants avec des devises différentes en crypto-monnaie. Vous voyez ici toutes les transactions de ce bloc qui ont été validées avec donc la personne, l'adresse qui a envoyé l'argent et la personne qui les a reçus. Vous voyez le montant, les frais. Ici, il y a eu 15 000 $ qui ont été envoyés. Ici, on a eu 250 000 $ qui ont été envoyés. Vous voyez, donc, un bloc, c'est un ensemble de transactions. Et la blockchain, c'est l'enchaînement de tous ces blocs. Donc, tous les blocs qui font l'ensemble des transactions du Bitcoin. Et finalement, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de l'historique de toutes les transactions Bitcoin depuis le début, donc depuis les premières transactions de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Donc, vous comprenez que la blockchain, c'est un livre ouvert, c'est complètement transparent, chaque transaction est immuable, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été validée, il n'y a pas de retour arrière possible. Donc, on en reparlera lorsqu'on parlera des risques, mais si vous vous trompez d'adresse, vous n'envoyez pas à Alice, mais vous vous trompez sur le dernier chiffre, ça part à un inconnu, ben, il n'y a pas de retour arrière possible. On ne peut pas annuler le virement. Là où, si c'était avec une banque, on pourrait peut-être annuler le virement. Ça, c'est aussi un des risques des cryptos. Le fait qu'on n'ait pas d'intermédiaire comme ça fait qu'on n'a pas l'intermédiaire qui peut prendre le contrôle et annuler des transactions. Lorsqu'une transaction a été validée, elle est immuable. Également, chaque Bitcoin ne peut participer qu'à une transaction en même temps. Donc, ça résout en fait le problème de la double dépense. Par exemple, si Bob a 10 € en portefeuille, il ne peut pas envoyer en même temps ces 10 € à Alice et en même temps ces 10 € à Jeanne, par exemple. Là où, avec une banque qui contrôlerait la transaction, elle se rendrait compte que Bob est en train d'envoyer ces 10 € à deux endroits différents, eh bien, la blockchain va rejeter la deuxième dépense grâce à des validateurs. Donc, ce sont des validateurs de la blockchain, des gens qui vont valider, des fermes de minage, on appelle ça. Donc, ils vont valider les transactions et s'assurer que Bob n'a pas dépensé deux fois le même Bitcoin. Donc, c'est un ensemble de plusieurs personnes, de milliers de personnes qui vont valider ensemble le réseau et qui vont s'accorder sur la version de la blockchain et donc les transactions qui ont bien été validées. Donc c'est un processus donc de validation décentralisée avec donc ce consensus qui est réparti sur l'ensemble des validateurs et qui ne repose pas sur juste une entité centrale. Donc on a parlé du Bitcoin, il faut maintenant qu'on parle de l'Ethereum. Donc c'est la deuxième crypto-monnaie, l'Ether, en termes de capitalisation, et elle a amené pas mal d'innovations en fait technologiques, et notamment les smart contracts, donc les contrats intelligents. Un smart contract, c'est un programme informatique qui va juste être une forme de si il se passe ça, alors le contrat est exécuté et il se passe ça. Ça va permettre de faire des contrats, des prêts, des échanges commerciaux, des assurances, tout ça dans l'écosystème crypto. Donc, ce sont des contrats intelligents. Donc, ces contrats intelligents, c'est tout simplement du code informatique qui va exécuter des choses sans la présence d'un tiers. Donc, ça peut remplacer le travail un petit peu du notaire qui va approuver la transaction immobilière si les deux parties ont bien répondu aux exigences. Là, ça peut être du coup un smart contract qui va s'assurer que les deux parties ont bien répondu aux exigences sous forme algorithmique. Et lorsque c'est validé, la transaction va être validée. Ça peut aussi remplacer par exemple une entreprise de paris sportifs. Un exemple de ce que peut exécuter un contrat intelligent, un smart contract. Bob s'engage à payer à Alice 10 € si le prix du Bitcoin dépasse les 100 000 €. Donc le smart contract va bloquer les 10 € de Bob. Dès que le Bitcoin atteint 100 000 €, ces 10 € vont être envoyés du portefeuille de Bob au portefeuille d'Alice. Tout ça de manière informatique et de manière algorithmique
sans qu'il y ait un tiers de confiance qui fasse le juge entre les deux. Et donc, ça peut, par exemple, remplacer un site de paris sportif. Voilà, si le PSG gagne 3-0, un tel qui a parié 100 euros gagne 1000 euros. Donc, ça peut être ce genre de choses. Et c'est des contrats qui vont être autonomes, qui vont être transparents. On peut voir le code, on peut voir où ça en est, qui peuvent stocker des fonds en attente. Et tout ça, en fait, ces petits contrats intelligents, les smart contracts, si on en code plusieurs et si on utilise toute cette technologie, on peut créer des applications décentralisées. Donc, des jeux entiers, des services financiers, des applications dans les médias, dans les blogs, dans l'art. On peut créer plein de choses dans cet écosystème de smart contracts, donc qui repose sur la blockchain Ethereum. Pour vous donner des exemples, Uniswap, c'est un exchange de crypto. Donc, c'est basé sur des smart contracts et ça vous permet d'échanger telle crypto contre telle crypto, par exemple. Dark Forest, c'est un jeu de conquête, d'exploration spatiale qui repose uniquement sur la blockchain, avec toute une économie liée aux crypto-monnaies. Donc, ça permet d'avoir des joueurs qui vont pouvoir s'échanger des choses sur la blockchain et d'être réellement propriétaires d'éléments du jeu. On a aussi Foundation qui permet d'acheter, d'échanger et de vendre des illustrations numériques. Donc, voilà, des applications décentralisées, c'est vraiment ça qu'a amené Ethereum sur le marché et l'écosystème crypto, qui font qu'aujourd'hui, c'est un écosystème à part entière avec énormément de choses et notamment la finance décentralisée. Donc, on a vu tout à l'heure la blockchain Bitcoin. Ici, on peut voir très facilement aussi la blockchain Ethereum. On voit les dernières transactions, on voit ici les derniers blocs qui ont été validés. Alors, on a parlé du Bitcoin, on a parlé d'Ethereum. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 000 crypto-monnaies. Vous pouvez investir sur toute une panoplie de crypto-monnaies différentes. C'est ce qu'on appelle les altcoins. Donc, alternative coin, c'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Donc, l'Ethereum, on peut l'appeler un altcoin. Il y a plus de 20 000 altcoins aujourd'hui. Généralement, ce sont des coins qui sont privés, donc adossés à une entreprise derrière. Hein, c'est centralisé. Il y a un projet, il y a souvent un but lucratif derrière tout ça. Donc, si on analyse ensemble le marché des crypto-monnaies, vous pouvez voir donc, ici toutes les cryptos donc, répertoriées par capitalisation. Donc, le montant qu'il faudrait dépenser pour acheter l'ensemble des bitcoins, c'est plus de 2000 milliards de dollars. Donc, c'est la crypto numéro 1. On a ensuite l'Ethereum, on a ensuite XRP, Tether, Solana, BNB, Dogecoin, USDC. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a énormément de crypto. Hein. Vous voyez ici, il y a ici 104 pages et encore, ce site ne répertorie pas l'ensemble des crypto-monnaies. Et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de crypto. On a parlé des cryptos un petit peu standards, Bitcoin, Ethereum, maintenant vous comprenez bien. C'est un petit peu le même principe après pour certaines d'entre elles. Il y a un autre type de crypto, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. Donc un bon exemple, c'est le Tether. Le Tether, qu'est-ce que c'est? C'est un stablecoin. Le but de cette crypto, c'est de toujours valoir $1, tout simplement. C'est pour ça qu'on l'appelle stablecoin, un coin stable. Donc vous voyez, il y a des légères variations. Il faut bien voir qu'on est entre 1,002 et 0,998. Donc c'est très très proche de $1, le Tether. À quoi ça sert d'avoir des cryptos qui valent $1? Le but du coup n'est pas de générer une plus-value, puisque le but c'est de toujours valoir $1. Le but c'est de pouvoir utiliser dans l'univers des cryptos le dollar. Donc il y a des services financiers où par exemple une personne veut emprunter 20 000 $. S'il veut emprunter 20 000 $ dans l'écosystème crypto, dans la finance décentralisée, bien, il va plutôt emprunter 20 000 Tether. Comme ça, on a vraiment le dollar, mais dans l'écosystème crypto. Ensuite, deuxième utilité à ça, c'est pour tous ceux qui ne veulent pas trop payer d'impôts en crypto-monnaie. Parce que dans beaucoup de pays, passer du Bitcoin avec une plus-value à une crypto stable, comme le Tether, ça ne déclenche pas l'impôt, notamment en France. Donc, si vous voulez sécuriser et ne plus être exposé à la volatilité du Bitcoin, par exemple, vous avez généré 20 000 € de gains sur le Bitcoin, eh bien, vous échangez vos Bitcoins contre du Tether. Vous êtes à ce moment-là exposé uniquement au dollar. Vous n'avez plus de variation du marché du Bitcoin. Mais pour autant, ça ne déclenche pas la fiscalité puisque vous restez en crypto et vous n'êtes pas repassé en fiat
Fiat, c'est donc les monnaies traditionnelles d'État, euros, dollars, etc. Alors vous allez peut-être me dire, mais comment ça marche le Tether? Comment font-ils pour que ça coûte toujours 1 dollar, ou en tout cas s'y approcher le maximum? Eh bien, ce qu'on lit ici, c'est que cette crypto-monnaie est 100% backée. Donc pour 1 dollar investi dans le Tether, il y a 1 dollar sur le compte de l'entreprise Tether qui est conservé, qui est sécurisé. Donc on voit backé donc à 100%. Et quel est le business model de cette entreprise? C'est une entreprise, Tether. Eh bien, tout simplement, ils ont donc à peu près 166 milliards de dollars de trésorerie et il suffit d'utiliser au moins une partie de cette trésorerie, de le mettre sur des bons du trésor américain qui vont générer un petit rendement, qui vont être très sécurisés, mais qui vont générer des intérêts un petit peu et avoir rien qu'un petit peu d'intérêt, mais sur 166 milliards de dollars, eh bien ça peut faire beaucoup d'argent. Donc voilà le business model du Tether. On n'a évidemment pas que le Tether en stablecoin, on a aussi l'USDC. On voit, ça coûte 1 dollar, c'est par l'entreprise Circle. On a d'autres stablecoins et on a notamment le DAI, qui est une crypto-monnaie, un stablecoin décentralisé, donc qui repose uniquement sur la blockchain Ethereum. Donc c'est un stablecoin finalement algorithmique basé sur les smart contracts dont on a parlé tout à l'heure. Attention, on parlera tout à l'heure des risques en crypto-monnaie. Eh bien, un des risques, c'est que votre stablecoin ne coûte plus 1 dollar. Ce qui s'est passé par exemple pour le Terra Classic USD, l'USTC, qui aujourd'hui vaut presque 0 dollar. Tous ceux qui avaient leurs économies placées sur ce stablecoin qui pensaient être stable et sécurisé, aujourd'hui, eh bien, n'ont plus ces économies-là. Donc ça, on en reparlera évidemment avec les risques en crypto-monnaie. Alors, un autre type de crypto qu'il faut connaître, ce sont les meme coins. Et le plus connu, c'est le Dogecoin. Le Dogecoin, à la base, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur un mème. Le Dogecoin, si vous regardez son logo, c'est un chien de la race Shiba. Donc, c'est un trait humoristique. Pourtant, cette blague, entre guillemets, a bien pris. Et aujourd'hui, c'est quand même la 7e crypto-monnaie sur le marché. Et c'est notamment dû aussi à Elon Musk, qui adore cette crypto-monnaie et qui a notamment rendu le paiement pour les Tesla éligible au Dogecoin. Donc là, je suis sur le site de Tesla et que puis-je acheter chez Tesla en Dogecoin? Eh bien, vous pouvez commander pour voir les produits éligibles au Dogecoin. Donc, on peut acheter notamment des Tesla en Dogecoin. Et on a vu aussi Elon Musk rentrer dans l'administration de Trump et le nom de son ministère, évidemment, c'est Doge, et ce n'est pas un hasard. Alors des meme coins, il y en a plein, Dogecoin, Shiba Inu, PP, voilà, il y a beaucoup de blagues en crypto. Donc faites attention, c'est souvent des cryptos qui vont être très très spéculatives, très 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 volatiles et donc très 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 risquées. Alors une autre manière de se représenter l'univers des crypto-monnaies, c'est sous ce format, et vous voyez donc le Bitcoin est évidemment la plus grosse crypto-monnaie. Vous voyez la dominance 54%. Donc, on a 54% de la capitalisation en crypto qui est en Bitcoin. Vous voyez ensuite Ethereum à côté qui est relativement petit. On voit ici le Dogecoin. Voilà, on voit on voit les plus grosses crypto-monnaies ici représentées sous forme donc de rectangles. Et donc, on parlait de la dominance du Bitcoin. C'est un indicateur important à connaître. Donc, au tout début des cryptos, donc en 2009, le Bitcoin était l'unique crypto-monnaie, donc forcément ça représentait 100% du marché des cryptos. On voit ici donc depuis 2013 sa dominance a beaucoup baissé avec Ethereum qui a pris une grosse part, on le voit ici en bleu. Mais voilà, on voit que la dominance du Bitcoin quand même depuis 2017 est restée autour de 50%. Donc 50% de la capitalisation des cryptos est quand même en Bitcoin. Et vous voyez ici en gris donc l'ensemble des autres cryptos qui pèsent eh bien, autour de finalement 25-30%. Et Ethereum qui a vu aussi sa part légèrement diminuer récemment, qui a fait un petit pic ici autour de 26% de dominance. Mais sinon, le Bitcoin a toujours été la crypto numéro 1. Passons maintenant à la partie investissement. Investir dans les cryptos. Comment investir dans les crypto-monnaies? On va voir qu'il y a différentes stratégies, buy and hold, trading, générer du rendement, la finance décentralisée. Avant de parler de ça, parlons déjà des plateformes de crypto-monnaies. Pour acheter des crypto-monnaies, Bitcoin, Ether, etc., il vous faut forcément une plateforme
pour pouvoir accéder à ces marchés-là. Alors sachez qu'en crypto-monnaie, il y a beaucoup d'arnaques. Les arnaqueurs utilisent beaucoup les cryptos, cet écosystème pour faire croire à des gains et promettre un petit peu monts et merveilles. Donc, première chose à faire, connaître cette liste noire des acteurs à ne surtout pas utiliser. Et si un acteur que vous ne connaissez pas, eh bien, là, vous le recherchez ici. Et s'il est ici, eh bien, il ne faut absolument pas déposer vos fonds sous peine de ne plus jamais les revoir. Par exemple, bitcoin-prime.net ou cryptoinnovatebot.net. Voilà, il y en a plein. Ça, c'est la liste noire. Bonne nouvelle, l'AMF tient aussi une liste des prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN. Donc, ce sont des entreprises qui sont agréées, qui sont contrôlées par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et donc, je vous recommande fortement d'utiliser, en tout cas lorsque vous êtes en France, d'utiliser une plateforme qui est PSAN. On voit par exemple ici Coinbase, Gemini, etc. Alors par contre, il y a beaucoup de PSAN aujourd'hui. Et deuxième bonne nouvelle, j'ai fait un comparatif complet des meilleures plateformes crypto qui sont toutes PSAN évidemment. Donc vous pouvez accéder gratuitement à ce comparatif, le lien est dans la description. J'ai sélectionné les meilleures plateformes crypto du marché, uniquement du marché, et je les ai comparées avec un peu plus de 30 critères, avec des notes à chaque fois pour voir quelles sont les meilleures plateformes crypto. Donc, je vous montrerai vraiment comment investir ensuite en crypto. On fera une démonstration sur une application, moi que j'aime bien, qui est Trade Republic, qui permet à la fois d'investir en bourse et aussi d'investir en crypto-monnaie. Donc, je vous montrerai directement sur mon écran, je filmerai ça avec vous. Avant d'investir, il faut quand même qu'on parle des risques en crypto-monnaie. À mon sens, on ne parle pas assez des risques en crypto-monnaie qui sont nombreux. Donc, vous savez sûrement que le Bitcoin a subi de nombreuses fortes chutes, notamment dès 2012, moins 42%, moins 56%, moins 82% en 2016, moins 83% en 2018, moins 76% de sa valeur en 2022. Alors, à chaque fois, il rebat des records historique, mais sachez que les cryptos sont très volatiles. Moins 80%, ça veut dire que si vous aviez investi 10 000 euros, il serait devenu à un moment donné 2 000 euros, serait peut-être remonté ensuite, mais il faut comprendre qu'il y a de fortes chutes, qu'il y a une grosse volatilité, donc que le prix du Bitcoin peut très fortement varier, et sachant en plus que le Bitcoin n'est pas du tout la crypto-monnaie la plus volatile, la plus fluctuante du marché et celle qui a connu le plus de baisse. Il y a des cryptos qui sont encore plus risqués que le Bitcoin. Donc parlons des risques en crypto, il y en a 6 principaux. Le premier risque, c'est si vous choisissez d'être votre propre banque. Vous le savez, en crypto-monnaie, vous avez une clé publique et une clé privée. Les vrais détenteurs des cryptos sont ceux qui détiennent leur clé privée. C'est l'esprit du Bitcoin, c'est l'esprit de Satoshi Nakamoto. Être indépendant, ne plus dépendre d'un intermédiaire et donc avoir ses propres clés privées en crypto-monnaie et avoir vraiment accès à son propre portefeuille de crypto. Vous verrez qu'on peut déléguer cette sécurité, on peut faire confiance à un tiers, à un intermédiaire, pour qu'il garde pour nous cette clé privée. Parce que cette clé privée, on peut la perdre. Et c'est ce qu'on voit parfois dans les news. Bitcoin, il oublie un mot de passe et risque de perdre 220 millions de dollars. Multimillionnaire en Bitcoin, il a perdu son mot de passe pour accéder à son portefeuille. Bitcoin, il oublie le mot de passe de son wallet portefeuille, et perd plus de 40 000 euros en crypto-monnaie. Toutes ces petites anecdotes, c'est juste le fait que si vous achetez des crypto-monnaies et que vous détenez vous-même vos clés privées, le risque, c'est de perdre cette clé privée, c'est de perdre ces mots de passe. Alors, souvent, une clé privée, ça va être quoi? Ça va être une Ledger, par exemple. Alors, Ledger, c'est une entreprise. C'est en fait une forme de clé USB où, il vous faudra retenir 24 mots. Il faudra les écrire sur un bout de papier et il faudra garder ce bout de papier très précieusement. Sauf que si vous perdez ce bout de papier, alors vous pouvez faire des copies, mais si vous perdez ce bout de papier ou si vous le gardez dans votre maison et que votre maison brûle, alors voilà, il peut arriver 1001 façons finalement de perdre ces 24 mots, vous n'aurez plus jamais accès à vos cryptos. Donc ça, c'est le premier risque. Si vous êtes votre propre banque, si vous décidez de vraiment aller dans la philosophie crypto de Satoshi Nakamoto du Bitcoin,
et de conserver vos clés privées. Alors ça s'adresse plus à des experts, hein. Quand on est débutant, on va plutôt déléguer. On va voir comment faire, c'est relativement simple. Mais si vous possédez vous-même vos clés privées, vous vous exposez à ce risque. Et finalement, c'est un peu la contrepartie d'être sa propre banque. Eh bien, il n'y a pas d'intermédiaire et donc il n'y a pas de recours possible si vous faites une mauvaise manip ou si vous perdez vos clés privées. Deuxième problème, c'est si vous déléguez la sécurité de vos cryptos donc à une plateforme, eh bien sachez qu'il y a des plateformes qui ont fait faillite historiquement ou qui ont été hackées ou qui finalement ont été révélées comme étant des arnaques. Je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez bien comprendre. Pour bien comprendre les risques, on verra ensuite comment s'en prémunir. Donc, par exemple, Voyageur Digital, une société qui a duré seulement 4 ans entre 2018 et 2022, qui a fini par faire faillite. Et donc, les épargnants qui avaient placé leurs économies dessus, eh bien, ont récupéré que 37,5% des fonds. Donc, il y a eu des énormes pertes sur cet intermédiaire. Une des sociétés les plus connues qui a fait faillite, c'est FTX. 2019-2022, on voit que ça n'a pas duré longtemps non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que le fondateur, Sam Bankman-Fried, est accusé de fraude massive avec des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars pour les utilisateurs, avec notamment l'utilisation des fonds des clients pour spéculer et financer les activités de son hedge fund Alameda Research. Donc l'effondrement de FTX a vraiment ébranlé le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin a ensuite dérouillé. On estime à peu près à 10 milliards de dollars manquants sur les comptes de FTX. Et on estime à peu près à 1 million de personnes touchées par cette faillite. Et donc 1 million de personnes qui auraient perdu de l'argent à cause de ça. C'était vraiment un des plus gros acteurs de la crypto, surtout aux États-Unis. Alors FTX avait également lancé son propre coin, donc sa propre crypto-monnaie. Donc le FTT, qui était utilisé dans cet écosystème. Et on voit là l'énorme chute. Donc à son apogée, il coûtait autour de 65 euros par unité. Aujourd'hui, il coûte moins de 5 euros. Donc évidemment que des milliers, voire des millions de personnes ont perdu de l'argent suite à cette histoire. Pire que ça, la faillite de FTX a fait un effet domino sur d'autres plateformes, notamment BlockFi, qui permettait aussi d'acheter des cryptos et de générer du rendement sur ces crypto-monnaies, qui a fait faillite à son tour parce que BlockFi avait contracté un prêt auprès de FTX quelques mois auparavant. Celsius également, et qui a été jugé trop laxiste avec son programme de garde de ces crypto-monnaies, qui a également fait faillite. Et qui, elle aussi, avait évidemment sa crypto-monnaie adossée, avec une crypto-monnaie qui s'est évidemment également cassé complètement la figure. Dans l'histoire des cryptos, il y a eu aussi toute une série de hacks. Le premier a été Mt. Gox en 2011, premier grand hack de l'histoire des crypto-monnaies, 25 000 bitcoins qui ont été volés en raison d'une faille dans le programme, environ donc 400 000 dollars à l'époque. Au final, cette entreprise finira par faire faillite, par s'effondrer complètement suite à un autre vol qui a eu lieu en 2014. Et il faut savoir que quand même Mt. Gox représentait jusqu'à 70% des transactions en Bitcoin. Donc c'était la grosse plateforme Bitcoin de l'époque. Bitfinex en 2016, 120 000 Bitcoins, environ 72 millions de dollars à l'époque volés. Et Bitfinex qui compense les pertes avec des tokens BFX remboursés plus tard. Alors des hacks, il y en a eu plein. Il y a eu aussi Bitfinex en 2016, 72 millions de dollars volés qui ont finalement été remboursés. CoinCheck, Binance, KuCoin, Polynetwork, BNB Chain en 2022, un des plus gros vols, un des plus gros hacks, avec 2 millions de BNB, donc une crypto-monnaie, volée, soit environ 600 millions de dollars en exploitant une vulnérabilité dans un smart contract. Donc voilà le second grand risque des crypto-monnaies, c'est lorsqu'on délègue la sécurité, lorsqu'on ne possède pas les clés privées soi-même. À ce moment-là, on fait confiance à un tiers, à un intermédiaire qui peut se faire hacker, qui peut se faire voler et qui peut faire faillite. Donc là aussi, il faut faire super attention et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder le comparatif des meilleures plateformes de crypto pour choisir les meilleurs intermédiaires. Troisième grand risque en crypto-monnaie, ce sont les arnaques, les fraudes et les systèmes de Ponzi. Il y a pas mal d'escrocs qui utilisent les cryptos comme support pour mener à bien leur arnaque. Parce que, eh bien, on le disait, c'est irrémédiable. Une fois qu'une transaction est actée, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas vraiment de recours. On peut essayer de voir comment la justice peut aider,
mais si la personne est dans un autre pays, à l'autre bout du monde, et qu'en plus elle a été anonyme et qu'on ne peut pas la retrouver, il n'y aura rien à faire, on aura perdu cet argent et on se sera fait avoir malheureusement. Un système de Ponzi, c'est une escroquerie financière qui repose sur un modèle pyramidal où en fait les rendements qu'on promet aux investisseurs sont payés grâce aux nouveaux investisseurs qui arrivent et qui déposent de l'argent. Donc en fait, il n'y a pas de création de valeur. Si on perçoit de l'argent, c'est juste qu'il y a des nouveaux arrivants qui déposent de l'argent et on utilise cet argent pour payer ceux qui étaient là précédemment. Évidemment, celui qui est tout en haut de la pyramide, qui était là au tout début, donc le créateur de l'arnaque, se fait un maximum d'argent. Et donc ça tient le nom de Charles Ponzi qui, à l'époque, dans les années 20, a fait une des plus grandes arnaques financières de l'histoire. Et bien, en crypto, on a eu notamment BitConnect entre 2016 et 2018. Donc ce que promettait BitConnect, c'était un bot de trading, donc un robot qui va trader pour vous et qui va entrer et sortir au meilleur moment en crypto pour générer de la performance. Et donc, il promettait 1% de performance par jour, soit 35% par mois, soit 3678% de performance par an. Alors, si on fait les calculs, en investissant seulement 2000 € pendant 5 ans, on devient la première fortune mondiale. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose à bien comprendre. Dès qu'on vous promet des rendements qui sont déjà journaliers ou des rendements qui sont mensuels, et en règle générale, des rendements qui sont au-dessus de 10% par an, annoncés en plus, sans risque, avec un capital garanti, fuyez, c'est très probablement une arnaque. Évidemment, BitConnect, quand il n'y avait plus assez de nouveaux arrivants pour payer ces intérêts qui étaient promis, a fini par s'effondrer. Alors l'arnaque reposait sur la crypto-monnaie créée par BitConnect, qui a fini par faire moins 96% en 2018. La plateforme a fini par fermer du jour au lendemain. Les dirigeants, les créateurs ont été poursuivis pour fraude, pour système de Ponzi, pour arnaque financière. Sauf qu'à son apogée en 2017, il y avait tout de même 2,6 milliards de dollars de capitalisation sur cette crypto-monnaie. Et donc on voit ici la grosse chute du cours de cette crypto fin 2017, laissant évidemment beaucoup de gens en énorme perte, tous ceux qui ont cru à ce projet qui s'est révélé être un système de Ponzi. Un autre système de Ponzi un peu plus récent, c'est Encore Protocol entre 2021 et 2022. Ce protocole promettait des rendements stables de 19,5% par an sur le stablecoin UST. Et évidemment, c'était un modèle qui était insoutenable. Les rendements n'étaient pas vraiment donnés par les nouveaux arrivants, mais plutôt par des grands investisseurs à la base. Et c'était un modèle qui a été insoutenable et qui a fini par s'effondrer, évidemment. Donc la crypto-monnaie utilisée pour Encore Protocol était l'USTC. Donc on en a parlé quand on parlait des stablecoins. Donc évidemment, c'était très stable au début, ça valait bien 1 dollar ce stablecoin, et puis il a fini par complètement s'effondrer. Donc attention, un stablecoin peut s'effondrer du jour au lendemain, rien n'est complètement sécurisé, et on le voit bien ici avec ce stablecoin qui s'est effondré et qui pourtant à son apogée était dans le top 50, même dans le top 20 des crypto-monnaies en termes de capitalisation. Donc attention au système de Ponzi. Je vous parle aussi des arnaques crypto. Donc vous trouverez des versions frauduleuses de services de crypto-monnaies, des faux sites de crypto. On a parlé de la liste noire de l'AMF, faites très attention. Faites attention aussi aux usurpations d'identité, des créateurs de contenu, des gens qui vont vous éduquer dans la finance. Alors ça peut m'arriver à moi, des gens qui se font passer pour moi et qui vont vous contacter par message privé en vous promettant monts et merveilles en investissant en crypto. Sachez que je ne vous proposerai jamais d'investissement en crypto-monnaie. Donc fuyez quand vous recevez ce genre de message et signalez le compte. Ce n'est pas moi. Info escroquerie, alors je vous mets le numéro de téléphone si un jour vous êtes victime d'une escroquerie. Et puis une autre escroquerie qu'on retrouve sur Internet, le pump and dump, la manipulation. Donc ça, ce sont des gens qui ont des communautés, des influenceurs à Dubaï ou des choses comme ça, qui vont en fait créer un groupe privé avec leur communauté en leur disant qu'il y a une nouvelle opportunité. Ils vont choisir une crypto-monnaie qui est très faible, qui n'a pas beaucoup de volume et qui ne vaut pas grand-chose actuellement. Ils vont demander à leur communauté de l'acheter en masse à un moment très précis. Donc,
eux, les fondateurs, auront précédemment acheté cette crypto-monnaie à un prix dérisoire. Une fois que leur communauté a acheté la crypto-monnaie, les fondateurs vont vendre, si possible au plus haut, la crypto-monnaie précédemment achetée. Et en fait, cette hype a été créée de toutes pièces, finira évidemment par s'effondrer, et donc avec des ventes massives, avec ce genre de courbe, et avec les fondateurs qui auront généré de l'argent sur leur communauté. Et donc ça, ce sont évidemment des énormes escrocs, et ça devrait être puni par la loi. Mais ça existe, donc faites attention à tout ce qui est groupe privé Telegram, signaux de trading, signaux d'achat, tout ce qui est messages privés avec des opportunités en crypto, voilà, tout ça, c'est des red flags et ça ressemble à des arnaques. 5e risque sur les cryptos, c'est le risque de marché. C'est le risque que le Bitcoin ne batte plus jamais son record historique. C'est le risque que l'Ethereum, par exemple, finisse par devenir impopulaire et voir son cours peu à peu se casser la figure, irrémédiablement. Ça peut arriver à cause d'un signe noir. Un signe noir, c'est un événement très peu probable, mais qui pourtant va façonner ensuite le futur d'une société ou d'une crypto-monnaie. Alors ça peut être la faillite de FTX, par exemple, une énorme faillite dans le monde des cryptos qui a vraiment perturbé en profondeur le marché. Ça peut aussi être un tweet de Elon Musk qui du jour au lendemain va accepter le Dogecoin comme paiement pour des Tesla, mais qui du jour au lendemain va peut-être dire le Dogecoin c'est nul et le Dogecoin va s'effondrer ou alors va critiquer le Bitcoin ou des choses comme ça. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas anticiper, mais pourtant, eh bien, le prix du Bitcoin, le prix du Dogecoin, le prix de certaines cryptos peut être complètement corrélé à un tweet d'Elon Musk. C'est d'ailleurs une étude scientifique qui a prouvé ça et qui a montré à quel point les tweets d'Elon Musk sur la crypto pouvaient influencer le marché. Et on le voit ici, à partir du moment où Elon Musk tweet, on voit notamment les volumes sur le Dogecoin, ici en orange, qui explosent complètement, mais aussi sur le Bitcoin et aussi sur l'ensemble des autres crypto-monnaies ici en bleu. Également, les crypto-monnaies ont un faible historique. On l'a dit, hein, ça a été créé en 2008, ça a à peu près 15 ans. Très peu d'ancienneté, contrairement aux actions en bourse, sur lesquelles on a des données depuis plus de 200 ans. La bourse existe depuis plus de 400 ans. On a voilà, énormément d'historique, énormément de data. C'est un modèle qui a fait ses preuves, la bourse, avec l'effet Lindy. L'effet Lindy, c'est un phénomène simple. Plus une chose a survécu longtemps historiquement, plus elle a de chances de perdurer encore longtemps. Donc en ça, les crypto-monnaies sont relativement risquées puisque relativement très récentes. Un autre risque sur les cryptos, c'est la liquidité. Puisque si vous vous positionnez sur des crypto-monnaies très faibles en termes de capitalisation, sur des petites crypto-monnaies, eh bien, il peut y avoir très peu de liquidité. C'est-à-dire que si vous achetez cette crypto, le jour où vous souhaitez la vendre, eh bien, ça peut être assez compliqué, ou bien les frais peuvent être très élevés, ou bien vous n'allez pas la vendre à un très bon prix. Donc le risque de liquidité sur les petites capitalisations, le risque de volatilité, on en a déjà parlé, mais ça fluctue fortement. Il y a des fortes chutes sur le Bitcoin. On l'a vu avec plusieurs moins 80% historiquement. Donc ça peut causer des pertes en capital si vous achetez au pire moment, c'est-à-dire lorsque le Bitcoin vaut très cher et que vous le vendez au pire moment lorsqu'il aura baissé. Et puis on a le risque que les cryptos deviennent finalement impopulaires, que cet engouement s'estompe peu à peu et donc que les cryptos finissent par ne plus valoir grand-chose. Donc ça, ce sont des risques. Alors évidemment, vous pouvez avoir vos convictions et vous pouvez penser que les cryptos vont continuer d'exploser. En tout cas, il n'en reste pas moins que c'est un risque que vous prenez lorsque vous investissez en crypto. 6e risque, et ça c'est le risque le plus important quand vous débutez en crypto-monnaie, mais aussi lorsque vous débutez dans l'investissement, c'est le risque que vous preniez de mauvaises décisions d'investissement. Beaucoup de débutants, quand ils vont commencer à investir en crypto, vont se brûler les ailes, vont générer peut-être de l'argent assez rapidement et vont tout de suite se penser être des génies. Mais vont en fait, à la moindre grosse chute, vendre leur crypto-monnaie en pensant qu'ils ont déjà tout perdu et qu'il vaut mieux en rester là, et vont générer des pertes. Donc ça peut être de la spéculation, ça peut être de la hype, voilà, se placer au pire moment en crypto lorsque ça a déjà bien augmenté et puis perdre tout espoir lorsque ça commence à peine à chuter. Donc se laisser en fait submerger par ses émotions, par ses biais cognitifs. On a plusieurs biais cognitifs qui font que de base un être humain est un très mauvais investisseur sur les marchés financiers. Et
devant cette volatilité, ça va vraiment être un catalyseur de nos biais cognitifs et un catalyseur de mauvaises décisions financières. Donc par exemple, un biais cognitif, c'est le biais d'ancrage, c'est-à-dire que vous avez vu un jour le Bitcoin à 100 000 $, eh bien vous vous dites le Bitcoin ne peut pas valoir moins de 100 000. Un jour ou l'autre, s'il baisse en dessous de 100 000, un jour ou l'autre, c'est sûr qu'il remontera. Oui, mais non, en fait, il n'y a aucune preuve scientifique, aucun fondement vraiment que le Bitcoin remonte à 100 000. C'est pas parce qu'un jour il était à 100 000 qu'il va forcément rebattre ce record un jour. C'est possible, mais c'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, si on regarde chaque crypto-monnaie par rapport à son record, par rapport à son plus haut historique, on appelle ça l'ATH, All Time High, eh bien, on peut voir par exemple que le Dogecoin est à moins 45% de son plus haut historique. Si on regarde d'ailleurs sa courbe, eh bien, son plus haut historique, c'était 0,58 centimes. Pour la crypto Cardano, on est à moins 65% par rapport à son plus haut historique. Pour Polkadot, par exemple, on est à moins 84%. Bitcoin Cash, moins 88%. Si on regarde d'ailleurs Bitcoin Cash, son plus haut historique a été atteint en 2017. Donc on voit bien hein, le biais de cadrage. Quelqu'un qui aurait vu Bitcoin Cash à plus de 2000 $ à un moment donné se serait dit, bon, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il reviendra à plus de 2000 $. Le fait est que depuis 2017, il n'a jamais repassé la barre des 1500 à peu près. Le biais de l'aversion à la perte, on a beaucoup plus de douleur lorsqu'on perd 10 € que de bonheur lorsqu'on gagne 10 €. Et donc, le jour où vous commencez à perdre un petit peu d'argent en crypto-monnaie, voir votre portefeuille dans le rouge, eh bien, ça peut vraiment vous faire prendre de mauvaises décisions, révéler tous vos biais cognitifs, vous faire mal dormir, par exemple, et puis vous allez peut-être en avoir marre et tout vendre. Et pourtant, il fallait peut-être, au contraire, continuer à rester investi. Et puis, on a le fameux FOMO en crypto, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité. Vous allez peut-être voir sur les réseaux sociaux qu'il faut investir à tout prix sur cette crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie tendance. Voilà, il faut vraiment prendre l'opportunité maintenant, sinon ce sera trop tard et vous allez céder à ces sirènes. Vous allez acheter la crypto-monnaie dont tout le monde parle actuellement et si tout le monde en parle actuellement, c'est peut-être qu'il est déjà trop tard pour investir dessus, malheureusement. Donc attention à votre FOMO. Donc finalement, quelle est la bonne stratégie d'investissement en crypto-monnaie? Est-ce qu'il faut acheter, sortir au meilleur moment? Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin aujourd'hui et le tenir, le garder pendant un certain nombre de mois ou d'années? Quelle est la bonne stratégie finalement? Comment bien investir en crypto? Alors, une première stratégie auquel vous pourrez penser, c'est le trading de crypto-monnaie. Donc, vous allez espérer acheter ici pour pouvoir revendre plus haut ici et puis vous repositionner par exemple ici et revendre ici plus haut et encaisser encore une plus-value et donc engranger comme ça peu à peu des gains sur vos crypto-monnaies. Le problème avec ça, c'est que c'est magnifique sur le papier, mais sachez que le cours des crypto-monnaies est stochastique. Autrement dit, le modèle à très court terme pour approcher au mieux le cours d'une crypto-monnaie, c'est le hasard. Donc, c'est très joli hein, de pouvoir tracer des courbes, pouvoir tracer des indicateurs et vous verrez tout un tas de gens hein, sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou autre, tracer des courbes, des courbes de Fibonacci, des résistances, des figures épaule, tête, épaule, etc. Il y a plein d'indicateurs d'analyse technique, d'analyse de graphique de crypto-monnaie pour faire croire qu'il faut acheter à ce moment-là et puis vendre à ce moment-là. Tout ça, finalement, n'existe pas parce que ça pourrait très bien être codé algorithmiquement, informatiquement, et puisque ça pourrait être codé très facilement par ensuite des fonds d'investissement ou des hedge funds, eh bien cette opportunité-là qui existerait n'existerait plus. Autrement dit, ce que je vous dis, c'est que faire de l'argent facilement, rapidement, à court terme sur les crypto-monnaies, ça n'existe pas. Et le trading de crypto-monnaies ressemble à du casino, ressemble à du gambling, n'est pas de l'investissement bon père de famille. Donc c'est absolument pas ce que moi je vais vous parler aujourd'hui. Au contraire, je vais plutôt vous recommander de ne pas faire de trading en crypto. Il y a l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui avait déjà fait une étude sur les gens qui faisaient du trading, alors sur d'autres devises. Ici, on est sur le Forex et sur les CFD. Peu importe le support financier, le résultat est le même. Dans cette étude, il y avait 14 799 clients et ils ont montré qu'il y avait 89% d'entre eux qui étaient perdants, qui perdaient de l'argent. On n'est pas du tout sur du 50-50,
on est sur la majorité qui se brûle les ailes et qui perd de l'argent. L'AMF a montré, donc sur 4 ans, le résultat total négatif est de 161 millions d'euros perdus par ces 15 000 clients environ qui faisaient du trading. Donc, tout ça pour dire que restez très loin du trading, restez très loin des promesses de gains rapides, des gens qui vont vous promettre monts et merveilles. Restez aussi très loin des gens qui vont vous faire croire qu'ils savent prédire le marché, qu'ils savent prédire le futur prix du Bitcoin ou de l'Ethereum ou de telle crypto qui va forcément exploser. Personne n'en sait rien et la personne qui vous fait croire le contraire est soit un ignorant, soit quelqu'un qui est malveillant. Donc faites attention à ça, il n'y a pas de boule de cristal. Personne ne peut prédire le futur et personne ne peut prédire le futur prix du Bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie. Donc attention à ces recommandations qui sont très dangereuses. Alors à la manière d'un très bon investissement en bourse, bon père de famille, long terme, diversifié, la stratégie en crypto va être un petit peu la même. Si vous ne connaissez pas la bourse, d'ailleurs, je vous recommande vivement de vous abonner à cette chaîne YouTube. La bourse est aussi un des piliers fondamentaux pour bien investir et pour construire un portefeuille. Les cryptos seront une classe d'actifs peut-être un peu plus satellite, en tout cas beaucoup plus risquée, beaucoup plus volatile, donc on ne pourra pas investir trop d'argent, en tout cas on ne pourra pas investir beaucoup de son patrimoine en crypto-monnaie. Donc une très bonne stratégie pour investir en crypto-monnaie, ça va être le DCA. DCA, ça veut dire Dollar Cost Average. Tout simplement, c'est le fait d'investir de manière programmée 100 euros, 50 euros, 10 euros par mois sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur des grosses crypto-monnaies. Et ça, sans regarder le marché, sans regarder le cours du Bitcoin. Et ça, c'est très important. Donc, à intervalles de temps réguliers, on va acheter un petit peu de Bitcoin ici, un petit peu de Bitcoin ici, un petit peu de Bitcoin ici, etc. Et vous voyez qu'on va acheter du Bitcoin lorsqu'il sera à un prix moyen, lorsqu'il sera à des prix beaucoup plus bas, lorsqu'il sera parfois à des prix plus hauts. Mais ce n'est pas grave, on aura en fait lissé la volatilité du Bitcoin grâce à ce DCA, donc le simple fait d'investir un petit peu à la manière d'un robot, de manière hyper régulière, sans se soucier du marché, sans se soucier des cours, sans se soucier du prix du Bitcoin, et de faire ça sur un temps raisonnablement long. Et donc, faire ça sur les cryptos, c'est la seule stratégie qui est rationnelle. C'est la stratégie de se dire, je suis humble en fait, je ne sais pas plus qu'un autre ce qui va se passer sur les marchés des cryptos, parce que personne ne le sait en fait. Et donc, la seule stratégie rationnelle, c'est de se dire, j'achète à intervalles réguliers une certaine quantité de Bitcoin pour lisser la volatilité, ne pas prendre le risque d'entrer au pire moment, mais d'entrer en fait et de diversifier temporellement ses investissements. Si vous aviez fait ça sur le Bitcoin en investissant par exemple 25 euros par semaine, allez on va mettre par mois par exemple, sur le Bitcoin depuis 2018, vous auriez investi 2100 euros en tout et pourtant vous auriez un capital final de 17 000 euros, une performance de 744%. Donc ça, c'est un simulateur que vous trouverez sur mon site internet s'investir.fr et donc vous pouvez voir ce qui se serait passé en achetant tous les mois 25 euros de Bitcoin tout simplement. Donc la valeur évidemment suivrait le cours du Bitcoin d'une certaine manière. Ici en violet, c'est le montant que vous auriez investi et ici en bleu, donc c'est la valeur de votre portefeuille. En achetant par exemple 100 euros de Bitcoin tous les mois, on voit qu'on aurait eu un capital final de 70 000 euros. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, encore plus sur les crypto-monnaies qui est une classe d'actifs très récente. Mais voilà, si vous voulez faire des simulations et voir ce qui se serait passé historiquement, je vous invite à aller sur s'investir.fr. Donc la stratégie est relativement simple. Investir un petit peu tous les mois à travers une des meilleures plateformes accessibles. Pour les plateformes, je vous invite vraiment à télécharger donc, le tableur comparatif complet des meilleures plateformes crypto. Maintenant, il y a deux questions qui se posent. Sur quelle crypto investir et combien d'argent puis-je investir? Commençons par la première question. Sur quelle crypto investir? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plus de 20 000 crypto-monnaies. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus vous allez sur des petites crypto-monnaies, plus votre risque va être important. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le Bitcoin donne vraiment le là du marché. Le Bitcoin est en train de monter, généralement, toutes les cryptos sont en train de monter aussi. Si le Bitcoin est en train de descendre, généralement, toutes les cryptos sont aussi en train de descendre. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le Bitcoin a eu un énorme engouement, reste le là du marché, reste la crypto emblématique, et on a parfois le Bitcoin qui surperforme un portefeuille d'autres petites cryptos
qui pourtant pourraient se dire ont plus de perspectives de croissance. Mais en fait, le Bitcoin reste le Bitcoin. D'ailleurs, un exercice très intéressant à faire, c'est de voir quel était le classement des crypto-monnaies historiquement. Donc, par exemple, en 2013, le 28 avril, on peut voir que la première crypto-monnaie était le Bitcoin, encore et toujours. La deuxième était le Litecoin, puis Peercoin, Namecoin, Terracoin, etc. Des cryptos qu'on ne retrouve pas vraiment dans le top des crypto-monnaies aujourd'hui. En 2014, un an plus tard, on retrouve encore le Bitcoin, le Litecoin, XRP. Mais après, il y a tout un tas d'autres crypto-monnaies qui arrivent et qui viennent un petit peu bousculer le top des crypto-monnaies. En 2015, on retrouve encore le Bitcoin, le XRP, le Litecoin, et puis ensuite, on a un peu perdu les autres crypto-monnaies qui étaient dans le top. En 2016, on voit encore Bitcoin, XRP, Litecoin, et on voit Ethereum qui apparaît et qui restera jusqu'à aujourd'hui dans le top des cryptos. On voit déjà le Dogecoin, et voilà, on voit d'autres cryptos, certaines qu'on voit encore dans le top aujourd'hui, certaines qu'on ne voit plus du tout. 2017, Bitcoin toujours numéro 1, Ethereum à présent numéro 2 et le restera. On voit encore XRP, Litecoin. 2018, Ethereum est passé troisième, je pense momentanément, mais on voit encore XRP, Bitcoin, Ethereum. Litecoin commence à descendre, 7e position. 2019, Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash en 4e position. 2020, Bitcoin, Ethereum, XRP encore. Tether, donc le fameux stablecoin, Bitcoin Cash, Litecoin. On passe à 2022, on a encore Bitcoin, Ethereum, on a perdu XRP dans le top 5 qui est descendu, on a perdu Bitcoin Cash, on a perdu Litecoin. Et puis ici, on est fin décembre 2024, Bitcoin, Ethereum, XRP, on ne voit plus Litecoin, on ne voit plus Bitcoin Cash, on ne voit plus toutes les crypto-monnaies du début. Rappelez-vous, en 2013, Peercoin, Namecoin, Terracoin, des crypto-monnaies qu'on ne retrouve plus du tout dans le top. Pourquoi je vous montre ça? La moralité de cette histoire, c'est que Bitcoin a toujours été la crypto numéro 1 et l'est resté. Ethereum a toujours été dans le top depuis 2015-2014 et l'est resté, actuellement est deuxième. Et puis après, on a eu beaucoup de volatilité dans les places. Alors on a quand même XRP qui est pas mal resté dans le top. Après, voilà, il y a des cryptos qui viennent dans le top des cryptos, qui disparaissent, d'autres qui arrivent, etc. Et moralité, en fait, c'est que lorsqu'on veut bien construire son portefeuille de crypto, il faut avoir du Bitcoin. C'est la crypto-monnaie emblématique. C'est celle qui ne bouge pas et qui n'a jamais bougé. On peut avoir de l'Ethereum, on peut diversifier peut-être sur quelques autres crypto-monnaies, mais aller chercher, en tout cas sur un temps raisonnablement long, d'autres crypto-monnaies, c'est prendre beaucoup de risques parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'elles deviendront ensuite. Donc, voici quelques idées de portefeuille crypto qu'on peut créer. Bitcoin, 100% Bitcoin. On ne mise absolument que sur une seule crypto-monnaie et finalement, on va s'exposer quand même à ce marché via la crypto qui pèse à peu près 50% de la capitalisation en crypto. Donc, la stratégie sera très simple. Acheter du Bitcoin avec une somme fixe tous les mois, par exemple 50 € par mois, 75 € par mois, 10 € par mois sur du Bitcoin, tout simplement en fermant les yeux sur le marché et en tenant ça plusieurs mois, plusieurs années. Donc ça, c'est le portefeuille numéro 1, 100% Bitcoin. Portefeuille numéro 2, on pourrait se dire, eh bien, j'aime bien le Bitcoin, 70%, mais je vais aussi mettre l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie à laquelle je crois, avec ses smart contracts, avec ses DApps, avec toutes les innovations technologiques qu'elle a apportées. Et donc, on va faire un 70-30. Portefeuille numéro 3, on va mettre toujours 50% en Bitcoin, la crypto emblématique, Ethereum à 20%. On va sélectionner quelques cryptos dans le top 10 avec donc 15% du portefeuille et puis 15% restant du portefeuille, le top 10-25. Au-delà du top 25 des cryptos, on est vraiment sur des cryptos qui sont plus de la spéculation, du casino qu'un vrai investissement. Portefeuille numéro 4, on va toujours avoir 50% en Bitcoin, 20% en Ethereum, 10% sur le top 10, 10% sur le top 10-25. Et puis pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus de risques, un peu plus peut-être d'excitation et qui vont être un peu plus passionnés aussi par les crypto-monnaies, on peut aller chercher des capitalisations mid-cap, des low-cap, d'autres crypto-monnaies, donc après le top 25. Alors avant que je vous montre en direct comment investir très facilement avec l'application Trade Republic, la question aussi peut se poser, mais combien investir dans son portefeuille? La réponse, c'est que les crypto-monnaies sont une classe d'actifs très volatile, très risquée, très fluctuante et qu'il ne faudra absolument pas
un, risquer votre sécurité financière sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire investir de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. 2, il faudra avoir avant, évidemment, une épargne de précaution, donc assez de liquidité pour faire face à des aléas financiers qui pourraient vous arriver. Donc ça, c'est des liquidités qu'on va garder sur un livret A, sur un LDDS, sur des livrets réglementés qui sont très liquides et qui vont être à capital garanti. Et 3, la règle d'or en investissement, c'est de diversifier. Donc pour tous vos investissements, moyen terme ou long terme, on ne va absolument pas tout mettre sur les cryptos. On a vu, il y a beaucoup de risques sur les crypto-monnaies, c'est très volatile, il peut y avoir des pertes très importantes. C'est pour ça que la règle que je donne en général, c'est d'investir autour de 5% de son portefeuille et d'avoir ensuite une très bonne allocation, un très bon portefeuille par ailleurs avec des actions en bourse, des obligations, des SCPI qui sont une classe d'actifs très résiliente et qui permettent de toucher des revenus de manière passive, du private equity pour ceux qui ont un peu plus de moyens, crowdfunding et avoir aussi des liquidités, du fonds euro et son épargne de précaution évidemment. Donc ça c'est par exemple la répartition de mon patrimoine, mais chaque profil est unique. Chaque investisseur a sa propre allocation et en tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est continuer de vous former, continuer de vous éduquer financièrement sur tous ces sujets. C'est super important pour préparer votre avenir financier, pour contrer l'inflation, pour générer des revenus passivement grâce à son capital. Le vrai risque, c'est de ne pas investir. Le vrai risque, c'est de négliger votre éducation financière. Alors, je vais répondre aussi aux questions que j'ai reçues sur la crypto-monnaie de la part de la communauté. Vous verrez, il y a des questions, je pense, que vous vous posez aussi vous-même. On va d'abord aller sur mon téléphone et voir comment investir très concrètement en crypto-monnaie. Donc, je suis sur mon compte Trade Republic. Très simple. Je vais aller sur Rechercher ici. On a des actions, des ETF, mais on a aussi des cryptos. J'ai accès à une cinquantaine de crypto-monnaies sur Trade Republic et je peux par exemple cliquer sur Bitcoin. Je veux acheter du Bitcoin aujourd'hui tout de suite. Je peux mettre 50 € sur du Bitcoin et j'appuie sur acheter. Très simple. Sinon, je veux programmer des investissements et je veux dire que j'investis par exemple 100 € tous les mois sur le Bitcoin. Alors je peux mettre chaque semaine, 2 fois par mois, tous les 3 mois ou chaque mois au début du mois. Hop, et j'ai plus qu'à appuyer sur épargner et c'est fait. Donc très simple, application Trade Republic qui est PSAN évidemment, donc qui est agréée par l'AMF et vous retrouverez donc une cinquantaine de crypto-monnaies, donc évidemment aussi Ethereum par exemple, sur laquelle on peut faire la même chose. Donc je réponds maintenant à toutes vos questions. Alors sinon, à quoi ça sert les cryptos dans notre vie quotidienne ? On a vu à quoi ça servait les cryptos. Nous, en tant qu'occidentaux, ça va plutôt servir pour de l'investissement. Si vous êtes vraiment des gars de la technique, des techos, vous pouvez utiliser les services de l'écosystème crypto avec la finance décentralisée, des choses comme ça. Et sinon, on a vu aussi pour les non bancarisés à quoi ça servait, ou les catastrophes, les guerres, des choses comme ça, ou aussi les crypto-capitalistes. Mais sinon, la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, ça sera plutôt pour investir tout simplement. Alors, Melvin qui demande quelle plateforme pour y investir. Donc, j'aime beaucoup l'application Trade Republic. Pour moi, c'est l'application idéale. On peut programmer ses investissements. Maintenant, je vous invite vraiment à regarder le comparatif complet que j'ai créé. Donc, le lien est en description et c'est gratuit. Les crypto-monnaies conviennent-elles pour un investissement long terme ? Oui, donc le but, c'est de faire du DCA, comme on a vu, sur un temps relativement long et de tenir ses positions. Il ne faut absolument pas faire de trading et y investir à court terme. Donc l'idée, c'est plutôt d'y investir à long terme, effectivement. Thomas qui demande d'investir que sur le Bitcoin en DCA, est-ce une bonne idée ? Oui, on l'a vu, le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie emblématique, la crypto-monnaie historique, celle qui donne le là du marché. Et donc, on a vu qu'on pouvait faire un portefeuille 100% Bitcoin. Patrick qui demande comment sécuriser au maximum ses crypto-monnaies. On a vu qu'il y avait plusieurs risques et même lorsqu'on détenait soi-même ses propres clés privées, il y avait des risques aussi. Donc, si tu veux sécuriser au maximum tes cryptos, soit tu détiens tes clés privées de toi-même et tu vas garder ces 24 mots hyper précieusement quelque part ou les garder dans un coffre-fort ou je ne sais pas. En tout cas, tu vas mettre une stratégie pour sécuriser ces 24 mots. Soit tu vas déléguer à une plateforme la sécurité de tes bitcoins, de tes cryptos. Et à ce moment-là, il faut choisir très très bien sa plateforme
Et donc, on en revient à la question sur quelle plateforme choisir. Cyril qui demande comment déterminer s'il est judicieux ou non d'investir sur telle ou telle crypto. Alors, on peut analyser un projet crypto-monnaie, voir si vraiment ça peut révolutionner, ça peut apporter une valeur ajoutée au monde. On peut étudier aussi l'équipe dirigeante, on peut lire le white paper de la crypto-monnaie. Voilà, il y a plein de choses à faire pour analyser une crypto. Maintenant, tout ça, ça ne suffira pas. On peut avoir une superbe équipe dirigeante, un super projet, mais qui se casse la figure parce que le marché n'était pas prêt, ou c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, ou un concurrent finalement qui a réussi à aller plus vite et plus loin. Le fait est qu'en crypto-monnaie, surtout ce qu'il faut faire, c'est diversifier dans le temps ses investissements, diversifier aussi son portefeuille, en tout cas si on n'a pas que du Bitcoin, et avoir du Bitcoin en portefeuille. Ça, c'est quand même la clé avant d'aller chercher telle ou telle crypto-monnaie. Yann qui demande quand est-ce qu'une formation crypto sera faite. Donc avec ce guide déjà complet débutant, beaucoup d'informations. Maintenant, effectivement, on a un programme de formation et d'accompagnement qui s'appelle le programme LBD, dans lequel on apprend à investir en bourse, à développer sa richesse, à gérer son patrimoine. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, avec des masterclass, des consultations hebdomadaires et une communauté de plus de 2000 membres. À l'intérieur de ce programme, on a fait une masterclass crypto-monnaie. On va rajouter aussi peu à peu un peu plus de contenu sur les crypto-monnaies. Il n'y aura peut-être pas une formation dédiée aux cryptos, mais ce sera plutôt dans le programme LBD. Voilà pour vos questions. N'hésitez pas à partager ce guide complet débutant autour de vous, à tous ceux qui veulent commencer en crypto ou qui ont commencé mais peut-être pas sur le bon chemin. Pour sélectionner les meilleures plateformes de crypto-monnaie, je vous invite à aller en description. Donc vous retrouverez le lien pour télécharger gratuitement le comparatif complet des meilleures plateformes crypto que j'ai réalisé. Si vous souhaitez aller plus loin et aussi apprendre à investir en bourse, je vous mets aussi en description un lien vers ma formation offerte pour apprendre à construire un portefeuille en bourse et utiliser là, cette fois-ci, une classe d'actifs qui a fait ses preuves avec plus de 200 ans de données et une classe d'actifs sur laquelle on a beaucoup d'antécédents et des stratégies qui sont accessibles à tous et qui sont passives, donc qui prendront moins de 10 minutes par mois. Donc je vous invite à cliquer aussi en description si vous souhaitez apprendre à investir en bourse. C'était Mathieu Louvet, fondateur de S'Investir, fondateur du cabinet S'Investir Conseil, et on se dit à la prochaine.